Enfin, une série LG populaire qui va pouvoir vous permettre de profiter de vos contenus HDR. Vous avez vu, ça rime. Allez, je suis un petit peu taquin parce que je suis heureux de vous parler aujourd'hui de ce LG OLED C2 qui change vraiment la donne sur ce cœur de gamme des téléviseurs OLED de chez LG. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je me traîne maintenant depuis un moment. Ouais, c'est pas pour vous, mais alors moi, sur le plan perso et pro, c'est vraiment très spécial cette rentrée. Cette année, avec la série C, le constructeur LG marque vraiment ce step vers le haut, enfin cette montée en puissance que j'attendais sur ces téléviseurs. Je vous l'avais dit d'ailleurs à l'occasion du test du G2, le lien est là mais aussi dans la description, que j'étais impatient de tester cette nouvelle collection. Pourquoi? Tout simplement parce que pour la première fois, cette série C bénéficie d'un réel intérêt côté dalle avec une montée en puissance lumineuse. Enfin, j'ai envie de dire, parce que, n'en déplaise à tous ceux qui auraient acheté du C1, du C10, etc., ça restait des téléviseurs qui, même si c'était très joli d'avoir cette image OLED, techniquement était encore un petit peu court en matière de puissance lumineuse. L'OLED a certaines des limitations techniques qui fait que justement pour atteindre l'effet un petit peu spectaculaire que présente l'OLED, je sais que ça peut sembler contradictoire, mais pour atteindre cette belle expérience que offre la technologie OLED, il faut s'aménager un cadre et aussi pour aller chercher des zones plus sombres, il faut avoir de la ressource et c'est là que je dis que c'est peut-être un petit peu moins spectaculaire, mais néanmoins là, on est d'accord, c'est très beau. Alors les caractéristiques techniques, on va essayer de faire assez court, mais comme d'habitude, c'est un petit peu le script de cette vidéo. On commence par les caractéristiques techniques. Vous les avez, elles s'affichent juste là à côté de moi. Avec cette année, le retour à toutes les prises HDMI 2.1 48 gigabits qui va vous permettre d'être ultra à l'aise pour brancher tous vos périphériques. Ça, c'est sûr que c'est encore quelque chose là-dessus. LG, c'est magique, quoi. LG te livre toute la connectique en HDMI 2.1. Bon, alors comme Samsung, mais sur des technologies de téléviseurs LCD, mini LED, etc. Et donc là, déjà, très bon point fort. L'autre évolution, elle est-elle au cœur du téléviseur? C'est l'Alpha 9 Gen 5 qui promet effectivement un traitement de l'image supérieure. On va le voir, hein, l'image elle est très belle, effectivement. Mais alors pour les voir sur cette partie upscaling, faut y aller, hein. C'est de plus en plus dur de se dire c'est vraiment là, en fait c'est juste que depuis maintenant quelques années, on a quand même des trucs qui font des téléviseurs qui en matière de traitement de l'image font quand même des choses assez sympas. Et la grande évolution, puisque vous avez vu, je suis parti d'un truc qui est bonne nouvelle, HDMI 2.1, hop, on a un processeur qui va mieux aussi, qui nous promet des choses, et la vraie grande bonne nouvelle, c'est la fameuse présence de ces dalles OLED EX qui permettent à ces C2 donc d'atteindre cette fois-ci une luminosité supérieure de 20%. Alors 20% par rapport à quoi désormais? Par rapport aux séries A2, B2 par exemple, mais par rapport aussi à un C1 par exemple qui lui n'avait pas de dalle Evo. Je le rappelle que la mention Evo s'apprécie sur plusieurs paliers chez LG. Le G2 lui, il promet 30% de luminosité en plus, mais seulement du coup 10% par rapport à un C2. Comment le G2 atteint les 30%? Si vous avez vu la vidéo et si vous êtes renseigné, vous le savez, c'est grâce à la présence d'un dissipateur thermique. Dissipateur thermique que n'a pas ici le téléviseur de la série C2. C'est ici en plus un 65 pouces, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le 65 pouces qui est ici. Et attention, si cette série C2 a la mention LG OLED Evo avec la dalle LG Display OLED EX, c'est aussi parce qu'elle a 20% de luminosité en plus, donc, mais attention, pas sur toutes les diagonales, parce que la série C2, elle a aussi un 42 et un 48 pouces, et ces 42 et 48 s'appellent également OLED Evo, mais non pas ces 20% de luminosité en plus, parce que LG a dit, non, on a mis des panneaux conventionnels, parce qu'on s'est rendu compte que de toute façon, on n'avait pas la capacité d'offrir plus de luminosité, donc les C2 en version 42 et 48 n'offriront pas cette luminosité supérieure, ça arrive à partir du 55 pouces et au-delà, donc 65, 77 et 83 pouces, une gamme extrêmement large que cette série C2. Donc j'ai envie de dire, réjouissons-nous parce qu'effectivement, cette gamme de produits la plus populaire chez LG, propose une évolution significative. Et attention, vous le savez que moi je suis critique sur certains points au regard de l'OLED et il faudra les avoir en tête, même si
ces deux évoluent bien. Alors 42, 48 pouces, ce sont des téléviseurs que vous allez pouvoir acheter prix public depuis le site de LG, parce qu'effectivement, il y a des promos qui s'activent régulièrement, bref, comme pour toutes les marques. Eh bien, ça commence à 1100 €, 1099 € pour la version 42 pouces et 1200 € pour la version 48 pouces. Le 55 pouces est lui proposé à 1500 €. Le 65 pouces est lui proposé à 1999 €. Comptez ensuite, eh bien, 3300 €, 3299 € pour la version 77 pouces et 5000 €, 4999 € pour la version 83 pouces. Et donc c'est à ce 65 pouces qui est donc à 1999 € qu'on va s'intéresser surtout, notamment sur désormais cette partie ergonomie qui effectivement profite aussi, là encore une fois, de la dalle OLED EX avec des bordures d'écran plus fines. LG nous avait dit on passe de 10 à 6 mm sur les bordures d'écran. C'est vrai que c'est toujours plus intéressant, ça apporte toujours un côté plus qualitatif et pour un produit de la série C, c'est extrêmement qualitatif. C'est très très joli, c'est très fin toujours sur les parties hautes, un peu moins peut-être qu'avant. Avant, on était vraiment sur quelque chose de très fin. Bon, en même temps, ça ne change pas des masses. Ça reste quand même épais que de quelques millimètres, enfin moins d'un centimètre sur les parties hautes. Et ensuite, on a le bloc connectique, bloc qui est quand même assez bien fichu parce que derrière, il y a quand même ce qu'il faut. LG n'a pas négligé sur la partie comment je fais mon câble management, etc. Donc, bon point aussi là-dessus. Et alors, petit sujet aussi sur ces modèles 2022, le gain de poids, j'en avais parlé déjà sur le test du G2, mais ce C2, c'est celui qui était le plus impacté. LG nous annonçait un gain de poids, je crois, de l'ordre de 30%. Alors peut-être que pour vous, ça ne fera pas de grosse différence une fois le téléviseur installé sur votre meuble, mais par exemple, si vous voulez l'accrocher au mur, déjà, peut-être que c'est quelque chose qui va vous parler, mais surtout, imaginez un petit peu ce que ça représente en matière de logistique, de transport, le fret, etc. Les économies globales que les marques, certes, mais en tout cas, le bilan carbone, même des produits. Donc, c'est bien que les marques se préoccupent aussi de ça, même si, in fine, accessoirement, c'est peut-être toujours de l'argent en plus pour eux dans les poches, mais écologiquement, c'est une bonne démarche. Donc, par exemple, sachez que le 55 pouces du C2, aujourd'hui, sans le pied, c'est 14,1 kg. Avec le pied, c'est 16 kg. 16,5 kg, c'est le poids de ce 65 pouces sans son pied, et c'est 18,5 kg avec le pied. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur des trucs qui sont vraiment intéressant à prendre en considération. Le pied central, justement, vous l'avez là, c'est un pied central. D'ailleurs, c'est un pied central sur tous les modèles, y compris sur le 83 à vérifier, mais je remettrai quelques images, mais il me semble que même sur le 83 pouces, c'est un pied central. Donc, c'est plutôt une bonne chose dans cette optique aussi, cette fois-ci, de limiter l'encombrement sur votre meuble. Attention, en revanche, ici, sur le 65 pouces, l'espace qui est juste en dessous, là, c'est 6 cm. Donc 6 cm, ça commence à faire un peu court pour positionner ici une barre de son en dessous. Là, tac, tac, c'est juste. Je suis vraiment à 6 cm dans le bas de la dalle et du coup, on est à 7 cm dans le bas de l'image. Donc, vous voyez, potentiellement, la barre de son, elle arriverait juste là, sachant que vous avez, je dirais, une bonne dizaine de centimètres, c'est ça, 8 cm et demi, allez, 9 cm pour ici la béquille du pied sur l'avant. Donc, il faudrait positionner la barre de son encore devant. Il y a un point, moi, que je regrette, c'est qu'effectivement, on va le voir dans la partie résultat des mesures, qu'on est mieux sur la puissance lumineuse, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Là-dessus, pas de problème. En revanche, c'est pas de pied pivotant. Et quand LG nous a montré qu'il pouvait le faire avec le G2, qui est certes le modèle galerie, qui est livré sans pied, parce que c'est un modèle galerie qui est fait pour s'accrocher au mur. Le pied est en option, c'est pas une option qui est excessive. Je crois qu'à l'époque, je les avais trouvés à 150 ou 200 €, je sais plus si c'était 149 ou 199. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'LG est capable de nous faire des pieds centrales pivotants. Et franchement, je pense que ça devrait être sur tous les téléviseurs OLED. Parce que, voilà, belle image, mais reflet, ça ne change pas. Les dalles sont extrêmement brillantes. J'y reviendrai. La télécommande, c'est la zapette des modèles de 2022, avec effectivement, je le reprochais sur la série G2, il n'y avait pas de montée en gamme, il n'y avait pas de zapette qui était rétro-éclairée ou un petit peu plus premium, etc. Ça, on peut le regretter du coup pour les clients du G2 et on peut le regretter aussi pour les clients du C2 parce que aussi, pourquoi pas, ils auraient le droit à une petite télécommande rétro-éclairée. Bon, néanmoins, on la connaît cette télécommande et puis il y a toujours cette zone ici avec le tag NFC qui permet facilement de connecter, d'appairer son smartphone, etc. Bon, c'est de toute façon une zapette gyroscopique qui est chère a priori, je pense, aux utilisateurs de chez LG et une télécommande complète qui vous met à la fois les lignes de touche, l'entrée, la sortie, etc. Enfin, pas l'entrée et la sortie, mais la gestion des sources accessibles comme ça sur un seul bouton. Quand on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire chez Samsung, mais Tizen OS est devenu
insupportable. Et vous allez voir que ça, c'est pas franchement ultra à la hauteur de ce que j'attendais. Voilà, quoi qu'il en soit, eh bien c'est vrai que sur la qualité de l'image, je l'ai dit, on a une montée en qualité qui est perceptible. Sur les zones sombres, effectivement, parce que eh bien, la plage dynamique de ce téléviseur est meilleure. Et donc du coup, elle sera meilleure aussi sur la partie haute lumière. D'autant que eh bien, cette année, la vraie différence, eh bien, c'est que du coup, comme la dalle est plus lumineuse et qu'elle supporte également mieux la structure même de cette dalle OLED X, fait que LG Display est désormais plus permissif avec la montée en puissance lumineuse. Et donc du coup, on a des contenus qui sont plus dynamiques. C'est difficile de vous le prouver là sans avoir en plus un C1 à côté et vous dire regardez comment ça se passe, ni même un A2 ou un B2 par exemple, mais c'est mieux, on y reviendra dans la partie résultat des mesures. On est en fait, allez, je vous le dis là, par exemple, on est à un delta, je crois, de luminosité moyenne par rapport à un G2. Je crois que j'avais mesuré 220 nits sur l'intégralité, et là, je suis plutôt aux alentours des 195-200 nits. Voilà. Le point qui est néanmoins important à savoir, eh bien, c'est que cette expérience qui est aujourd'hui bien meilleure, elle va évidemment s'apprécier sur les différents modes qui sont proposés, dès le mode accueil cinéma, optimiseur de jeu, on va temporiser là-dessus, on y reviendra, et filmmaker. Mais elle s'obtient, il va falloir en fait à partir du moment où vous allez aller mettre les doigts dans les réglages, et en fait il va falloir aller dans les paramètres avancés et vous intéresser à ce qui se passe là-dedans, luminosité maximale, etc. Tout ça, vous allez aller regarder vos contenus habituels et puis vous verrez si ça vous convient et ce qui se passe lorsque vous viendrez ici changer ces paramètres-là. Parce que je ne sais même pas vous redire, je n'ai pas eu envie de réinitialiser le téléviseur. Moi, vous le savez, mon salon est extrêmement lumineux, de baies vitrées, des pavés de verre, etc. Je suis exposé plein sud. Et donc, clairement, de toute façon, je suis allé dire à cette dalle, tu me désactives tout ce qui concerne tes brides liées à la luminosité, parce que je veux voir si tu vas me faire du marquage. Et je l'ai laissé tourner. Et évidemment, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas de marquage, et je vous l'aurais dit si ça avait été le cas, et de toute façon, j'aurais signalé ça à LG. Donc, grosso modo, moi ici, le mode luminosité maximale, il est en mode élevé. Si on le met en mode désactivé, déjà, vous devez commencer à voir des changements. Vous voyez, boum. Voilà, je pense qu'on le voit bien. Hop, voilà. Entre le mode élevé et le mode moyen, je pense que, ouais, vous voyez déjà comment ça change sur sa capacité à venir booster les trucs. Alors là, attention, on est dans un cadre où j'ai 2 balcars, etc. J'ai des réglages caméra qui, encore une fois, ont été essayés d'être appliqués de façon à ce qu'on soit le plus proche de ma vision à moi. Et donc là, déjà, on est sur un truc qui va effectivement s'intéresser à comment je booste vraiment la qualité de l'image. En revanche, pour moi, eh bien, l'option la plus importante, eh bien, va être ici. Alors, vous allez avoir les options de maintenance de la dalle OLED que je vous déconseille de désactiver. Voilà, ça, aujourd'hui, c'est su normalement. On ne débranche pas son téléviseur OLED lorsqu'il n'est pas utilisé parce qu'il a ses cycles de maintenance. Lorsqu'on éteint le téléviseur, il travaille lorsqu'il est en veille pour éviter le phénomène de marquage. Et ça, l'atténuation des logos, etc., n'y touchez pas, laissez faire le téléviseur. Surtout si vous êtes joueur avec des images fixes, les bandeaux, etc. On sait que c'est des choses qui peuvent marquer les dalles. En revanche, vous allez trouver effectivement sur cette partie-là qui est l'auto-maintenance, bon ça, optimiseur, etc., on s'en fiche un peu. C'est sur la partie économie d'énergie. C'est là que le constructeur a placé des garde-fous. Clairement, parce que vous allez voir, si jamais vous achetez ce téléviseur, eh bien que le mode d'économie d'énergie, je ne sais plus dans quoi il est configuré par défaut, mais il est vraiment sur une image qui est bridée. Voilà, on est vraiment sur une image qui n'est pas aussi lumineuse que celle que vous avez là depuis tout à l'heure. Là, typiquement, sur cette image fixe, là, je suis à 162 watts en temps réel avec cette économie d'énergie désactivée. Si je l'applique au minimum, vous avez dû le voir, la luminosité a baissé. Voilà, je suis à 122 watts. Regardez, hop, je vais juste refaire ça pour qu'on ait moins de menus d'afficher. Donc, vous voyez, là, je suis à 122 watts. Si je continue de faire ça, j'arrive en moyen. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup moins lumineux. Là, je suis à 90 watts en temps réel. Et alors là, maximum, franchement, je pense qu'on n'y voit carrément plus rien. Et alors là, mince, hop. Et alors là, je vais vous dire tout de suite, voilà, je suis à 50 watts, 48 watts exactement de consommation d'énergie. Donc c'est là-dedans
que vous pouvez la laisser à la limite en auto pour que le téléviseur utilise le capteur de luminosité ambiante. Et d'ailleurs, voilà, conformément à la fonction d'économie d'énergie. Bref, et là, vous voyez, en auto, je suis à 123 watts. Donc là, actuellement, il s'est mis dans un palier un peu intermédiaire. Et lorsque vous l'activez, notamment en mode auto, ça c'est peut-être l'option que vous déciderez d'utiliser, et bien c'est qu'en mode auto, vous allez pouvoir lui indiquer à combien vous vouliez que soit le palier minimum de luminosité. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ça reviendra tout simplement à l'avoir au maximum. Hop, ou alors lui dire peut-être que moi finalement le palier 2 ça me suffit parce que je regarde surtout la télé le soir, c'est plutôt des contenus lumineux, etc. Bon, sachez qu'évidemment, dans tout cela, s'ajoutent tout simplement tous les modes d'image, et notamment ici on est sur les modes HDR, mais vous aurez, quand vous serez sur des contenus standards, etc., des modes éco possibles, tout à fait, lorsque vous regarderez votre TNT, etc. Ça fait un moment là consacré effectivement à ces options de réglage, peut-être que c'est pas ce qui vous intéressait, mais je me suis rendu compte effectivement en ayant certaines discussions sur le groupe de discussion Discord, qu'en fait il y a encore effectivement des utilisateurs qui pensent que ces seules options vont suffire à faire de la magie. Non, c'est des options à activer parce que LG a fait le nécessaire pour économiser de l'énergie, et surtout, est-ce qu'il faut le comprendre comme un garde-fou contre le phénomène de marquage? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces options, elles ne sont pas réglées comme ça lorsque vous recevrez le téléviseur. Donc si jamais vous êtes déçu, allez d'abord jeter un œil dans ces réglages-là. Et ensuite, effectivement, vous allez retrouver tout ce qu'on connaît sur l'OLED, cette précision de l'image qui effectivement est assez somptueuse parce qu'on a des pixels auto-émissifs, on a une dalle Ultra HD qui travaille extrêmement bien, ce fameux processeur Alpha 9 Gen 5 qui est très bon sur cette logique d'upscaling. C'est très dur de vous dire si par rapport à un Gen 4, effectivement, il est N fois meilleur. Moi, je me dis, ok, c'est juste sublime. J'ai pris un plaisir remarquable à regarder certains contenus a fortiori plutôt lumineux, des séries Netflix parfois toutes bêtes que je me suis retrouvé à réapprécier à nouveau aussi et à revivre parce qu'on a de l'upscaling qui est bon, des vieilles séries comme Friends, etc. Alors évidemment, il faut parfois passer sur certains aléas. Il y a le non-blooming qui reste évidemment un intérêt et un atout indiscutable par rapport au téléviseur LCD, mais il y a aussi des moments où clairement, j'avais passé plus d'un mois avec le téléviseur QN95 de chez Samsung, avec effectivement sa technologie mini LED, avec effectivement des problèmes de fuite de luminosité et des phénomènes de pompage dans l'affichage des sous-titres, mais un dynamisme sur des contenus sombres qui n'a rien à voir. Attention, moi j'insiste là-dessus, c'est quand même autre chose. C'est autre chose quand on veut aller effectivement déboucher certaines zones. La plage dynamique, la capacité du téléviseur à produire des niveaux de gris est quand même bien meilleure sur un mini LED que là-dessus. Donc vous en penserez ce que vous voudrez. Ça, voilà, ça c'est somptueux, c'est complètement dingue d'avoir une image comme ça. On a l'impression effectivement que l'image elle est en 3D et qu'elle nous ressort de l'écran. Mais ça ne peut pas répondre à tous les usages. Là où je veux en venir, c'est que j'ai aussi, par exemple, regardé une série, la nouvelle Obi-Wan Kenobi, voilà, sur Disney+, et c'est une des discussions que j'avais notamment sur le fil Discord, et j'avais un Olivier, qui est un abonné, un membre plutôt actif, qui lui est plutôt client d'ailleurs du mini LED actuellement chez LG, qui me disait, mais est-ce que tu as bien vérifié tel paramètre? Alors oui, tous ces paramètres, je les avais déjà vérifiés, parce que pour moi, les scènes sombres étaient illisible sur un téléviseur OLED, à moins d'être parfaitement dans le noir, parce que c'est un véritable miroir. Voilà, donc ayez bien tout ça en tête sur la qualité de l'image. Je vous ai donné les clés pour vous assurer que vous serez dans la meilleure des conditions sur cet aspect, comment j'exploite au mieux la dalle OLED EX. À vous maintenant de garder en tête que si vous êtes dans une pièce lumineuse, la luminosité est meilleure, mais pour moi, toujours pas suffisante pour pallier le problème des reflets liés vraiment aux lumières ambiantes. Quand on vous dit que les angles de vision d'un OLED sont parfaits, je suis désolé, j'insiste, oui, je me mets là, c'est dingue par rapport à, je vais afficher des sous-titres, par rapport à un LCD, c'est clair que j'aurais pas de problème. Je vais jouer à des jeux vidéo dans certaines situations, je vais me dire, oh, c'est complètement fou, c'est hallucinant cette image. Et puis je vais en utiliser d'autres où c'est sombre, ou par exemple les Gardiens de la Galaxie, où il y a des endroits où je me dis, mais attends, mais il est où mon personnage là? Il est où? Et effectivement, lorsque j'arrive dans des zones plus lumineuses, et voilà, je me dis, ah ouais, c'est beau. Mais voilà, c'est toujours une limitation technique qu'ont ces dalles OLED. Voilà.
Bon voilà, j'arrête là, hein, promis, je suis peut-être un petit peu trop pénible à trop appuyer sur ce point spécifique-là, mais si les constructeurs aujourd'hui font le nécessaire pour essayer d'optimiser eh bien, la luminosité des téléviseurs OLED, c'est aussi parce qu'ils savent bien qu'il leur manque encore un petit peu quelque chose sur l'aspect ressources, mais c'est vrai que voilà, ça le fait, et puis là, en plus, ici, il y a pas d'effet, j'ai pas noté d'effet de banding, les aplats sont somptueux sur les images, etc. Donc, un bon moteur, une bonne dalle, c'est effectivement techniquement, technologiquement, on ne peut pas faire ce que le téléviseur LCD sait faire, comme le LCD aujourd'hui ne sait pas faire ce que l'OLED sait faire. Il y a du pompage sur les marques, sur les sous-titres, il y a des fuites de lumière, etc. qu'on n'a absolument pas ici. Et puis, il y aura des moments où le LCD, il y aura des contextes, des contenus, des conditions d'utilisation où le LCD sera plus approprié. Il en faut pour tout le monde et je ne défends aucune des chapelles. C'est pour ça que je suis disponible, notamment sur le Discord, pour essayer de vous aiguiller vers les meilleures des solutions et sans jamais oublier que ça consomme aussi. Là, 180 watts, 180 watts sur une image comme celle-ci en temps réel. Vous êtes régulièrement à me demander des consos. Donc aujourd'hui, avec ce qui se profile aussi sur l'électricité, il faut aussi l'avoir en tête. Voilà, allez, dites-moi si vous avez trouvé ça chiant ou plutôt intéressant. En tout cas, je vous ai donné les clés, comme je le disais, pour essayer d'en tirer le meilleur parti de ce téléviseur qui, effectivement, reste par ailleurs assez somptueux. Et on va s'intéresser cette fois-ci eh bien, à la partie résultat des mesures. Et c'est la voix off, parce que moi, la mienne, je la perds complètement. C'est la voix off qui vous en parle. Comme je l'ai dit dès le début de cette vidéo, nous avons enfin là avec ce C2 un téléviseur OLED que je vais qualifier de populaire chez LG, capable de vous produire une image HDR digne de ce nom. S'il ne manquait pas grand chose au précédent modèle, le petit gain de performance apporté ici avec la dalle OLED EX dans cette version Brightness Booster suffit à faire la différence. Ainsi, après une multitude de tests dans les différents modes du téléviseur, je vous livre mes résultats en mode filmmaker et cinéma, qui obtiennent d'ailleurs des résultats très proches l'un de l'autre à quelques petits détails près. Commençons par les mesures de dérive colorimétrique très contenues pour ne pas dire infimes en mode SDR Rec 709 avec un delta E moyen relevé à seulement 1,82 en mode cinéma et assez étrangement à 3,05 en mode filmmaker, toujours selon une soixantaine de mires. Pas de quoi s'affoler, vos yeux n'y verront que du feu, d'autant que pour les contenus HDR, le mode filmmaker s'en sort parfaitement avec un delta E de 2,02 contre 2,08 pour le mode cinéma. Là aussi, rien à signaler, c'est parfait dans cet espace colorimétrique DCI-P3. Ce qu'on peut toutefois noter dans les deux cas, c'est que la calibration du point blanc et même de l'image en règle générale a plutôt tendance à tirer vers le rouge, ce qui n'est à vrai dire pas franchement surprenant pour ce type de dalle White OLED. Pour autant, la température moyenne reste bien équilibrée avec un 6278K pas si loin du 6500K de référence, d'autant ici que toutes les couleurs primaires se tiennent et suivent la ligne de référence. Le constat est sensiblement le même pour les courbes EOTF et luminance qui traduisent ici une dalle plutôt bien disciplinée, même si, en sortie de carton, la gestion des hautes lumières est perfectible. Attention, je rappelle tout de même que tous les traitements et options, comme le capteur de luminosité évoqué plus tôt dans cette vidéo, sont ici désactivés. La dalle donne ici tout ce qu'elle a, sans aucune calibration de ma part. Souvenez-vous aussi, j'ai évoqué plus tôt le fait que cette dalle LG Display OLED OX permettait désormais à LG Electronics d'être un peu plus permissive dans le réglage de l'ABL. Ce limiteur intervient toujours dans la mesure de la luminosité versus l'augmentation de la taille de la mire, mais la coupure est désormais légèrement moins franche. Elle semble même caler sur celle du LG OLED G2 avec une baisse à 400 nits, environ à 25%, sauf que le G2, je le rappelle, démarre lui à près de 1000 nits contre 800 nits pour le C2. Le constat est le même pour la mesure de luminosité maximale avec un pic à 10% relevé à 835 nits et une prise de mesure qui peut durer plus longtemps avant que l'ABL n'entre en jeu pour couper le signal. Vous le savez désormais, j'aime réaliser des mesures de luminosité moyenne sur une mire à damier qui alterne entre le blanc et le noir sur 35 points pour un modèle 65 pouces. Le résultat obtenu est qu'en mode filmmaker, la luminosité moyenne est de 194 nits contre 202 nits en mode accueil cinéma. Dernière très bonne nouvelle, la couverture colorimétrique DCI-P3 talonne le 100%, ce qui s'avère excellent sans
qu'une calibration encore une fois de ma part. En revanche, c'est sans grande surprise qu'on constate que la couverture BT2020 se limite à quelques 70%. L'OLED G2 ne fait guère mieux là-dessus. Aucun doute, les dalles QD OLED, éprouvées notamment dernièrement à l'occasion du test du Sony A95K, dont le test est à retrouver sur la chaîne, détient un record sur ce sujet-là. On continue avec les mesures cette fois-ci, avec la partie mode jeu. Regardez, magnifique cet input lag. Mais non, effectivement, il va devenir intéressant, l'input lag, enfin il va devenir optimal, j'ai envie de dire, lorsqu'on va être ici, dans ce mode optimiseur de jeu, et alors là, je vous vois venir, effectivement, déjà 12,9 millisecondes, eh bien c'est moins d'une image de retard à l'affichage sur ce signal qui est ici en 1080p à 60 Hz. Alors c'est effectivement un boîtier qui n'a l'air de rien, mais si jamais eh bien, vous souhaitez que je passe sur une solution Ultra HD qui me permettrait effectivement de tester ces dalles à 120 dans des définitions supérieures, eh bien, il va falloir participer, il va falloir faire du don parce qu'elle coûte très très cher. Et donc effectivement, ça reste tout de même un indicateur. On ne divise pas tout à fait par 2 lorsqu'on est sur du 120 Hz. Mais voilà, donc déjà à 12,9 millisecondes, on n'a aucune image de décalage. Et en fait, eh bien, il faut aller tout simplement ici, dans la suite des paramètres qui sont qui s'affichent juste là dans cette fameuse game bar, dans les réglages du game bar. Ici, ça va rien changer. Si jamais vous allez voir, si je me mets en mode FPS, pardon, par rapport au mode RTS, RPG, etc. ou standard, vous voyez que ça ne change rien. Je reste sur 12,9 millisecondes. En revanche, ce qui va changer, eh bien, c'est de vous rendre ici dans les options du limiter l'input lag. On voit qu'on est là en mode standard. Et si jamais eh bien, on active le mode renforçateur, vous allez voir qu'en toute théorie, on devrait descendre encore à 9,4 millisecondes parce que, eh bien, effectivement, à nouveau, dans ce mode-là, il désactive encore certains traitements qui font eh bien, que l'on va pouvoir atteindre cette performance. Donc là, alors le mode renforçateur désactive ce système Motion OLED, mais regardez, de toute façon, moi je ne vous recommande pas de l'activer parce que déjà, moi je trouve que ça provoque un espèce de scintillement bizarre. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, de toute façon, vous voyez bien déjà que ne serait-ce que le blanc change un peu parce qu'effectivement, c'est de l'insertion qui fait que l'on a une image du coup, un blanc du coup un peu plus gris. Et puis surtout, regardez, quand il est activé, eh bien on perd sur l'input lag. Normalement, on grimpe. Voilà, ça fait même planter le dispositif. Voilà, on va le refaire. Donc on devrait être effectivement, vous voyez, on est sur une mesure qui est bien supérieure à 30 millisecondes. Donc c'est pas intéressant, en tout cas sur la partie jeu un peu intense. Enfin, moi, franchement, ce mode-là, je ne sais pas à quoi il peut servir. Voilà, je pense qu'on a fait juste le tour sur cette mesure. On va parcourir quand même le reste des options en mode jeu vidéo très rapidement. Alors là, pour vous montrer spécifiquement ce sur quoi je souhaite m'attarder ici sur Watch Dogs Légion et volontairement sur cette scène sombre, eh bien c'est que on a ici évidemment dans les options de la Game Bar, quelque chose dont j'ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais voilà, donc la Game Bar, elle s'active une fois qu'on a activé l'optimiseur de jeu, on va la chercher tout simplement en pressant brièvement la touche paramètres. Et en fait, l'image, eh bien là, telle que vous la voyez, elle est dans sa configuration entre guillemets la plus lumineuse. Et ensuite, eh bien, vous avez cette option qui est le mode pièce sombre. Quand on clique dessus, voilà, on va passer sur le niveau 1. Je ne sais pas si vous le voyez, mais déjà, ça a obscurci encore l'image. Et niveau 2, ça a encore atténué l'intensité de l'image. Là aussi, si c'est quelque chose eh bien, qui vous semble convenable par rapport au titre que vous utilisez, parce que là, je le mets volontairement sur un titre sombre, mais si c'est quelque chose de très très clair, ça peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens dans la logique, eh bien, tout simplement de préserver votre dalle OLED. Et est-ce que ça a du sens sur la partie consommation? Eh bien, on va le vérifier tout de suite. Je vais lancer la petite prise connectée. Voilà, je suis à 49 watts. Voyons ce que ça change. De combien? 59 watts là sur la même image. 61, voilà, 61. Si je le mets en mode 1, tac, 58. Et mode 2, hop, 49. Donc voilà, donc effectivement, on voit bien que ça a un impact aussi sur la consommation énergétique du téléviseur. En même temps, ça pouvait paraître un petit peu évident. Et ensuite, eh bien, vous voyez aussi que les différents modes ont un impact sur l'affichage. Le mode FPS sera un petit peu plus clair, effectivement, que le mode RPG, mode RTS et le mode sport. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir
une autre option, cette fois-ci un petit peu plus artificielle encore, qui va consister à aller tout simplement ici dans ajuster les zones sombres. Et alors là, vous allez pouvoir vraiment artificiellement augmenter la plage comme ça, enfin l'aspect un petit peu luminosité, ce qui va avoir effectivement pour tendance de déboucher les zones sombres de l'image, mais de délaver toutes les autres couleurs. Donc voilà, donc moi je vais laisser ça sur 0, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà pour la suite, hein. C'est vrai que quand on voit ça, on se dit quand même que c'est très sympa, sauf que on le sait, dans les basses lumières, il y a potentiellement plein de choses que l'on ne verra pas sur ces différents titres. Alors là, il s'agit du benchmark qui est disponible dans Watch Dogs Legion, mais évidemment, j'ai fait d'autres tests, y compris côté FPS branché au PC. J'ai très vite remarqué, et retrouvé les avantages des téléviseurs. Hein. Il y a, téléviseur OLED en l'occurrence ici, il n'y a aucune rémanence. On a, comme on l'a vu ensemble, cet input lag qui est extrêmement réduit, et donc une expérience gaming qui est au même titre qu'une expérience cinéma, qui est qui est complète dans la compatibilité avec du HDR10, avec le Dolby Vision, l'Ultra HD à 120. Quand on branche ça effectivement à une Xbox Series X ou à un PC comme celui-ci, c'est pas une dalle qui monte en 144 comme va le faire les téléviseurs, comme vont le faire les dernières générations de téléviseurs Samsung LCD notamment, mais on est sur du 120, et du 120 qui lui répond à toutes les spécifications, notamment pour les consoles de dernière génération, du FreeSync Premium et également le G-Sync officiel. Hein, cette fois-ci, on n'est pas du tout dans de l'Adaptive Sync, un mode de compatibilité. Là, le téléviseur, il est certifié NVIDIA G-Sync, donc y compris sur cette expérience gaming PC, vous aurez la certification idéale pour vos jeux vidéo. Voilà, belle démonstration, ça, c'est vraiment assez impressionnant à voir. En tout cas dans des conditions optimales, parce que effectivement, une fois qu'on a des lumières parasites, rebelote, on ressombre dans les problèmes de lisibilité de l'image, et voilà, le pied pivotant aurait quand même été vraiment bienvenu là-dessus, quoi. Hein, bon, dommage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, ce qui m'emmène désormais à l'ergonomie logicielle, qui est pour moi l'un des vrais sujets de ces téléviseurs désormais. Hein. C'est pour moi un vrai point faible. J'en avais déjà parlé sur le G2. Là, en plus, a fortiori, j'ai récupéré une mise à jour, et donc du coup, tout mon historique, tout ce qui est suggestions, etc., là, on le voit, permet d'analyser les habitudes de visionnage pour recommander des chaînes que vous regardez fréquemment. Et bien là, voilà, chaîne fréquemment regardée, comme j'ai pas rien relancé. Du coup, tout est perdu. Mais ce qui est sûr, moi, pour ma part en tout cas, c'est que WebOS, pour moi, est pénalisé par, comme TisanOS, le fait que désormais, c'est des espèces de grosses vitrines de publicité, et on n'a plus l'accès clairement à ces contenus, Netflix, etc. Moi, j'aimais bien avoir la barre, le menu qui se déroule, la possibilité de reprendre son contenu qu'on avait commencé à visionner, etc. Et puis surtout, je suis identifié. Donc, j'aimerais que cette interface ici, elle soit tout simplement adaptée à ma consommation. Et en fait, ce sont des suggestions, et c'est pareil chez Samsung. Ils se sont dit, voilà, nous, nos clients, soi-disant, dites-moi ce que vous en pensez là, mais soi-disant, vous seriez surtout friands de la suggestion de contenu que peuvent vous faire ces interfaces-là. Là, typiquement, on est dans les popular games, hein, donc on voit qu'on a essentiellement du contenu GeForce Now, hein, puisque bye bye Google Stadia, etc. Ensuite, on a effectivement les Channel LG, hein, donc ces chaînes qui effectivement là encore sont de la suggestion de contenu, l'actualité sport, voilà, Life is Good, les applications navigateurs, la sélection, hein, votre sélection pour Halloween, hein, voilà, Halloween approche. Du Disney+, là aussi, il y a du Disney+, de l'Amazon Prime Video, alors c'est un petit peu tout mélangé, Apple TV, j'ai absolument pas rentré mon compte Apple TV, mais c'est vraiment de la proposition de contenu, sans doute aussi pour vous faire adhérer à certains services, hein, bien évidemment. Et ensuite, vous voyez, si je vais dans la personnalisation, je peux changer le mode ici de la barre d'application, je peux choisir, pourquoi pas, de remonter certaines des entrées. Voilà, si par exemple je veux descendre plutôt le tableau de bord maison, vous allez voir qu'il est effectivement désormais un cran plus bas. Voilà, il est Popular Games est passé au-dessus du tableau de bord maison, mais c'est d'une tristesse de ne pas avoir de la suggestion comme ça de contenu. Pour moi, c'est vraiment
pas compréhensible. Voilà, je n'adhère pas du tout. Pour moi, la gestion des multicomptes devait nous être quelque chose qui devait nous permettre de personnaliser vraiment aux petits oignons l'expérience télé et ensuite de s'y connecter avec son application mobile, peu importe, un code de sécurité, et ça m'est complètement égal, un truc qui soit facile et qui soit intelligent en tout cas. Là, le tableau de bord, j'y reviendrai pas non plus. Hein. C'est vrai que c'est pratique parce qu'on a quand même ici tout ce qui va bien pour accéder à ces contenus, mais la vraie chose qui peut faire aussi la différence, notamment face au rival de chez Samsung, eh bien, c'est que si je presse sur la touche source de la télécommande, eh bien, je vais atteindre ici la barre qui va me permettre d'aller chercher des sources, que ce soit d'ailleurs le PC qui est connecté là, ou que ce soit d'ailleurs mon média serveur également, enfin mon NAS. Donc, on voit bien que là-dessus, il y a quand même des accès rapides qui sont conservés, et c'est une bonne chose. Chez Samsung, vous irez voir la vidéo du KN95, il faut aller dans les menus pour changer de source, enfin, ça devient vraiment une usine à gaz. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, les nouvelles interfaces de télé, j'ai du mal. Hein. Franchement, c'est cool, hein, il y a des options, hein, mais alors, l'espèce d'énorme panneau publicitaire là, voilà, vous voyez un peu la place que ça prend, quoi. Ça prend ça prend la moitié de l'image, la moitié de la home page est dédiée à me suggérer ce truc-là pour que je puisse aller télécharger une application, voilà, qui va me suggérer sans doute du contenu, et ça, c'est un partenariat, quoi. C'est un partenariat que LG a fait avec vendeur Weavers Company. Et du coup, merci beaucoup. Merci de me filer ce genre de choses. Alors effectivement, si vous allez dans l'onglet général et puis paramètres supplémentaires, vous allez retrouver ici la partie publicité. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est restreindre le suivi de publicité. Vous les aurez toujours. En fait, c'est juste que, soi-disant, il vous proposera de la publicité qui est moins adaptée à ce que vous consommez vous. Moi, j'aimerais pouvoir faire ça, puis lui dire, non, t'arrêtes, je veux pas de publicité sur la télé que j'ai achetée, sur la homepage de la télé que j'ai achetée. J'en mange déjà suffisamment sur des contenus linéaires, ce qui fait que pour moi, d'ailleurs, j'ai arrêté beaucoup des contenus linéaires. Et là, voilà quoi. Ah tiens, est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux du tout, absolument pas. Je suis sur la rubrique app. Voilà, elle est belle la pub là, hein? Regardez, si c'est pas magnifique. Boum, allez. La moitié de la surface, quoi. La moitié de la surface, avec en plus un truc en dessous qui est absolument pas, effectivement, du contenu, et ça je le sais, c'est absolument pas des trucs qui sont dédiés pour moi. C'est ce que je reprochais déjà sur le G2. J'ai certes l'accès à ma dernière source qui est l'HDMI 3, qui est le PC, mais j'ai du Rakuten TV, etc. Et ça, visiblement, c'est vous, hein, c'est vous qui demandez. C'est vous qui demandez à ce qu'on vous suggère des choses comme ça. Hein. Pourquoi pas se parler de TikTok sur Apple TV, dont j'ai pas renseigné mon compte. Moi, ça me fatigue, hein. Je sais pas, moi j'adhère vraiment de moins en moins avec ce que sont en train de nous faire ces constructeurs-là, et ce qu'ils sont en train de nous magouiller, nous tripatouiller là pour qu'on se retrouve avec ce genre d'interface. Moi ça me va pas du tout. Hein. Et bien voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo, hein, avec effectivement, comme d'habitude, point positif, point négatif, mon verdict. Vous les voyez, il s'affiche juste là. Effectivement, la qualité de l'image qui progresse grâce à l'intégration de cette dalle OLED X, la mention Evo et le boost de luminosité, un Brightness Booster. N'oubliez pas, c'est Brightness Booster à partir de 55 pouces, jusque effectivement 55, 77 et 83 pouces. Brightness Booster Max sur les séries G2 et rien du tout sur les 42 et 48 pouces. 42 et 48 pouces qui sont proposés à 1100 € et 1200 €. Et ensuite, on passe à 1500 € pour le 55, 2000 € pour le 65, 3300 € pour le 77 et 5000 € pour le 83 pouces, avec effectivement désormais une dalle qui peut en faire plus que par le passé dans les zones sombres de l'image notamment, et dans l'exploitation de vos contenus HDR. Ça va naturellement profiter aux films et ça va aussi profiter aux jeux vidéo avec vraiment des images assez magiques et ce piqué, ce rendu de l'OLED que vous êtes nombreux à affectionner et que je suis aussi systématiquement en train d'insister sur ce point, les reflets de ces dalles brillantes, avec dommage que LG n'ait pas souhaité exploiter ce qu'il a su développer avec le pied pivotant. Ça, je ne comprends pas quand on a un truc, qu'on ne le propose pas, ou alors vraiment c'est de la chasse à de l'économie, mais quand on sait qu'on a une faille technique sur un produit et que l'on peut la résoudre, en tout cas ce qui est pour moi une faille technique, et a fortiori j'en parle avec des gens sur le groupe de discussion Discord, certains achètent de l'OLED et puis se disent moi ça va pas, je peux pas regarder la télé systématiquement avec les volets fermés, quoi, c'est juste pas possible. Et quand on est
pas dans ce cas-là, quand on est le soir, etc., on se fait plaisir. Hein. Moi, encore une fois, j'ai regardé des trucs en Dolby Vision qui étaient vraiment très très cool. Donc voilà, donc ça progresse encore une fois sur le C2, ou en tout cas les progrès établis par LG descendent en gamme, et ça, on ne peut que dire que c'est très très bien pour le masse volume que le volume que peut représenter au sein des ventes la série C chez LG. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien vous savez quoi faire, hein, le pouce qui va bien, qui motive, qui aide aussi à la légitimité de cette vidéo et à continuer d'échanger avec les marques pour obtenir les produits. Et si ça ne vous a pas plu, eh bien n'hésitez pas, dites-le aussi dans les commentaires, ils sont également là pour ça. Et vous avez dans la description de cette vidéo un lien vers le groupe de discussion Discord, mais également des liens d'affiliation. Et oui, il faut bien que je puisse continuer à vivre, et pour vous, ça ne vous coûte pas plus cher, et pour moi, ça me permet, pourquoi pas, d'être un petit peu rémunéré sur vos achats et sur le travail que j'ai pu faire, surtout, qui représente du temps, et vous l'avez vu, de la consommation en énergie, évidemment. Bref, je ne vous fais pas un dessin sur ce que représente l'affiliation. Juste à côté de moi, vous voyez également s'afficher les réseaux sociaux. J'essaye de rester en contact et de discuter sur tout ça. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao!